L'innovation n'est pas seulement technologique, vous savez. Alors, c'est vrai que quand on a des problèmes techniques comme ceux-là, on a tendance à... Est-ce que ça va? Oui, c'est ça. Ah, bon. On a tendance à, justement, parler d'innovation parce qu'on colle le mot innovation à la technologie, souvent. Alors, il existe aussi l'innovation sociale, l'innovation organisationnelle. On peut innover de toutes sortes de façons. Alors, je m'appelle Michel Venn. Merci, M. Serrurier, pour la présentation. Et j'ai créé, il y a une douzaine d'années, l'Institut du Nouveau Monde, dont la mission est d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. Nous réalisons notre mission de trois principales manières. D'abord, nous faisons beaucoup d'éducation à la citoyenneté, entre autres avec les jeunes adultes en particulier. Nous organisons chaque année une école de citoyenneté l'été, une université d'été où 400 à 500 jeunes chaque année viennent pendant 3 ou 4 jours entendre des conférenciers, participer à des tables rondes, des ateliers et s'exprimer eux-mêmes sur la société, le monde dans lequel ils veulent vivre. L'autre chose que nous faisons pour accroître la participation à la vie démocratique, c'est que nous organisons nous-mêmes des processus participatifs à travers lesquels les gens peuvent discuter, débattre, proposer des solutions et même monter des projets sur les grands enjeux de la société. On a par exemple mené une grande démarche de réflexion sur comment réduire les inégalités sociales dans notre société au cours des 2 dernières années. Et lorsque nous faisons des démarches comme celle-là, nous la déclinons toujours en 3 actions: s'informer, débattre, proposer. Alors, s'informer parce qu'on ne peut pas débattre de choses qu'on ne connaît pas. Donc, nous produisons de l'information que nous rendons accessible aux citoyens. Nous leur donnons l'occasion de débattre des grands enjeux. Et puis, nous voulons que chacun de nos processus mène à un résultat. Parce que, à quoi ça sert de débattre si ça ne conduit pas à un résultat? Et souvent, ce résultat prend la forme de recommandations, de propositions, de projets que nous soumettons, que nous présentons ensuite aux décideurs. Et la troisième chose que nous faisons pour accroître la participation des citoyens à la vie démocratique, c'est que nous travaillons avec des organisations, des ministères, des municipalités, des commissions scolaires, des syndicats, des ordres professionnels qui ont besoin de consulter leurs membres ou la population sur un sujet quelconque pour améliorer leurs décisions, pour prendre de meilleures décisions, mais aussi pour mobiliser ces membres ou cette population autour d'objectifs qui sont poursuivis par ces organisations-là. Et ce faisant, nous rendons ces organisations-là plus accueillantes pour les citoyens que nous aidons à se former comme citoyens, donc à devenir des citoyens qui participent davantage. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous parler un peu de pourquoi la participation des citoyens est importante et comment on peut la faire. Et je vais vous présenter quelques exemples de processus que nous avons menés en collaboration principalement avec des ministères ou en tout cas des organismes publics, comme ceux pour lesquels vous travaillez, chacun et chacune d'entre vous, simplement pour vous montrer que ça marche. Alors, pourquoi la participation? La participation est une valeur qui est en hausse. Pourquoi? D'abord parce que les citoyens veulent décider. Les élections aux 4 ans, ça ne leur suffit plus. Pourquoi les citoyens veulent décider? Parce que dans leur vie courante, ils décident tout le temps. Ils font des choix. On vit dans une société de consommation dans laquelle les gens ont le choix. De plus en plus le choix. Alors, ils décident chaque jour de plein de choses. Mais ils veulent décider aussi sur des aspects de leur vie qui ont un rapport avec les services publics. L'école. De plus en plus de gens veulent choisir leur école, veulent choisir leurs soins de santé. Or, quand on travaille en service public, on sait qu'il y a des limites à l'étendue du choix qu'on peut offrir, sans quoi le coût serait exorbitant, ou alors on ne pourrait pas contrôler l'offre gouvernementale. Donc, il faut des balises. C'est dire qu'il faut prendre des décisions qui sont d'ordre collectif. On ne peut pas, dans le domaine des services publics, établir des systèmes dans lesquels chaque citoyen pourrait choisir chaque jour chaque aspect du service public. Il faut donc prendre des décisions communes. Or, comme les citoyens ont l'habitude de décider,
ils voudraient participer à ces choix qui sont faits, pas seulement aux élections tous les 4 ans, mais qui sont faits tout au long de l'année par des administrations, et les citoyens veulent être consultés sur ces décisions-là. La deuxième raison pourquoi la participation est une valeur en hausse, c'est que nous vivons dans des sociétés de plus en plus diversifiées. Lorsque les sociétés étaient plus homogènes, eh bien, c'était plus facile de faire des choix collectifs parce qu'on était plus pareils les uns les autres. Dans des sociétés où tout le monde se ressemble, il y a des chances que nos préférences se ressemblent. Dans une société de plus en plus diversifiée, autant sur le plan ethno-culturel que sur le plan des générations, et bien d'autres aspects aussi, de bien d'autres dimensions de la diversité, dans des sociétés, bref, donc diversifiées, pluralistes, il est plus difficile de faire apparaître des consensus spontanés. Il est plus difficile de représenter dans un parlement ou au sein d'un gouvernement cette société-là. C'est dire qu'il y a des choix à faire qui sont plus difficiles à faire. Gouverner aujourd'hui, c'est un art périlleux parce qu'il y a tellement de gens qui pensent différentes choses dans la société que de prendre une décision qui fera consensus, c'est difficile. Or, pour prendre une décision qui sera la plus proche possible du consensus, faire participer les citoyens à ces décisions-là, c'est une bonne façon de le faire. Ensuite, les gouvernements ont besoin des citoyens, parce que les gouvernements ne peuvent pas tout faire, et de moins en moins, parce que les besoins augmentent, mon prédécesseur le disait, Thomas le disait tout à l'heure, les besoins sont de plus en plus grands, mais les ressources, elles, ne sont pas nécessairement plus nombreuses, ne croissent pas au même rythme. Et donc, on a besoin, dans des sociétés vieillissantes, entre autres, de citoyens qui vont participer, non seulement à des processus de décision, mais qui vont participer à l'organisation de certains services. On aura besoin, dans une société vieillissante, de plus en plus d'entraide dans cette société-là. On aura besoin de bénévolat, on aura besoin de volontarisme. Or, le salaire du bénévole, c'est le pouvoir qu'on lui donne. Donc, si on veut pouvoir que des citoyens participent à la vie communautaire, participent à l'éducation de nos enfants, participent aux soins de nos aînés dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes, il faut aussi les faire participer au processus qui conduisent à des décisions qui vont les toucher. Et puis finalement, la participation est une valeur en hausse pour contrer la crise de confiance dont souffrent toutes les démocraties dans le monde. Les citoyens font de moins en moins confiance aux hommes et aux femmes politiques. Je ne sais pas comment c'est en Belgique où le vote est obligatoire, si je ne me trompe, mais dans les pays où le vote n'est pas obligatoire, les taux de participation sont en baisse aux élections. Les gens tournent le dos à la politique. Et on est en train de voir émerger ce que des spécialistes appellent une contre-démocratie, c'est-à-dire des organisations qui, plutôt que de faire confiance à l'État pour résoudre des problèmes, cherchent à les résoudre elles-mêmes. Et ça deviendra, si ça continue, de plus en plus difficile de déterminer qu'est-ce qui représente l'intérêt général dans une société si s'articulent et s'échafaudent des mouvements qui se situent en dehors de la politique, en dehors de l'État, et finalement font des choix reliés à leurs intérêts propres plutôt qu'à l'intérêt général. Alors, une façon d'éviter ces contre-démocraties, c'est d'inviter ceux qui veulent les construire à travailler avec l'État, avec les administrations publiques, en faveur de l'intérêt général. Il y a 3 façons d'articuler la participation des citoyens. La première, je n'ai pas besoin de l'expliquer longtemps, c'est la participation électorale. La deuxième, c'est la participation sociale qui recouvre tout ce qu'on appelle le bénévolat, le militantisme, l'action sociale, communautaire, locale ou nationale, toute forme de participation donc de ce type et qu'on associe souvent à des mots comme société civile. C'est une forme de participation qui est très importante, qui inclut également des contre-pouvoirs sociaux qui existent, des mouvements sociaux qui existent dans la société. C'est une forme de participation qui est importante, qui est souvent un contrepoids
soit au gouvernement, soit au marché, le troisième pilier d'une société vivante. Et la troisième forme de participation, c'est la participation publique, et c'est celle dont on va parler pour le reste de ma présentation. C'est toute forme de participation à des processus qui conduisent à une décision publique. Pourquoi c'est avantageux, la participation publique? D'abord parce que ça permet d'accroître la confiance des citoyens dans les institutions, parce qu'on leur fait une place dans ces institutions-là. C'est aussi simple que ça. En même temps que ça leur permet aux citoyens de retrouver un lien avec les élus entre les élections. Lorsqu'on consulte les citoyens sur des projets de politique, des projets de programme ou autres, et que ces projets-là doivent être approuvés par les élus, donc que les élus consultent, bien, les élus disent aux citoyens, reprenons contact, parlons, dialoguons, réfléchissons ensemble. Et donc, le lien entre le citoyen et l'élu se rétablit entre les élections. L'élu n'est plus pour le citoyen seulement un visage sur une affiche qu'on colle sur un poteau pendant la campagne électorale, c'est un interlocuteur avec lequel on peut travailler. Deuxièmement, la participation publique permet de casser le monopole des groupes d'intérêt. Parce que dans des États, des sociétés dans lesquelles les décisions sont prises au Parlement ou par des administrations, on sait tous qu'au cours des dernières décennies, s'est développé des formes de lobbying qui sont le fait de groupes d'intérêt qui trouvent le chemin vers les décideurs pour influencer ces décisions-là. Et il vient un moment où le lobbying est si puissant que même les élus s'en plaignent parce qu'ils ne savent plus comment, ou même les gestionnaires dans les administrations publiques, ne savent plus comment se défaire de l'influence de ces groupes qui deviennent extrêmement puissants. D'autant plus que souvent, ils savent également comment utiliser les médias pour vanter leur cause. Alors, en mettant en œuvre des processus de participation publique qui impliquent des citoyens qui ne sont pas nécessairement tous affiliés à des groupes d'intérêt comme ceux-là, on vient casser le monopole de ces groupes dans la sphère d'influence auprès de l'administration et auprès des élus. Troisième façon d'accroître la confiance des citoyens dans les institutions, troisième dimension, si je peux dire, c'est que de faire participer des citoyens, ça leur redonne du pouvoir dans un contexte où les problèmes sont devenus si complexes dans la mondialisation et dans l'innovation et dans le développement technologique que les citoyens se sentent impuissants et se sentent incompétents devant cette complexité. Or, lorsqu'on leur donne l'occasion de participer à un processus qui va mener à une décision, on est en train de leur dire « Vous n'êtes pas incompétents. Vous possédez des connaissances qui nous seront utiles à la prise de décision. Et vous n'êtes pas impuissants parce que, en participant au processus de consultation que nous mettons en place, vous pouvez influencer la décision qui sera prise. » Donc, on vient contrer ce sentiment d'impuissance qui est très généralisé dans la mondialisation aujourd'hui. Le deuxième avantage de la participation publique, c'est de développer les capacités des citoyens, entre autres, à comprendre ces enjeux complexes et à comprendre la difficulté de prendre des décisions publiques et de comprendre comment c'est difficile de faire des choix en politique publique. De saisir que ce n'est pas aussi simple que ce qu'on entend dans les tribunes radiophoniques où très facilement on critique une décision d'un gouvernement. Quand on invite des citoyens à participer à un processus participatif, on leur fournit de l'information, on les place devant des situations et ils finissent par comprendre que ce n'est pas si simple. Et donc, qu'il faut un peu d'indulgence face aux décisions qui sont prises. Ensuite, la participation, généralement, permet d'améliorer la décision qui est prise, en faisant entrer dans la discussion des savoirs diversifiés. Pas seulement les savoirs qui sont ceux des groupes d'intérêt qui, en fait, défendent leur cause, pas seulement les savoirs techniques ou experts
des fonctionnaires eux-mêmes ou des experts que l'on consultera qui sont à l'externe, mais des savoirs expérientiels, des savoirs tacites qui nous viennent de l'expérience des citoyens. Tout à l'heure, Thomas disait, si on veut innover, il faut faire entrer dans le processus des étrangers, des gens un peu spéciaux même. Il ne faut pas hésiter à sortir de son bureau, à aller marcher sur la rue. Ben, c'est un peu ce que je répète ici. C'est que la participation permet ça, mais permet de le faire dans un cadre qui est efficace. Et finalement, la participation permet d'améliorer la cohésion sociale et le sens civique. Parce que dès lors qu'on met ensemble des citoyens pour discuter d'un problème et de rechercher une solution, les gens se rendent compte à quel point il y a des problèmes qui nous dépassent comme individus et qu'on a besoin des autres, qu'on a besoin de la société pour les résoudre. Et de ce point de vue-là, ça renforce la cohésion de la société. Parce que les gens doivent travailler ensemble pour trouver une solution à un problème. Donc, ça permet de renforcer le sens civique, ça permet donc de renforcer, je dirais, le rapport que les gens peuvent avoir à l'État. Et donc de comprendre à quel point c'est important. Il y a aussi des défis, des risques et des périls dans la participation, il ne faut pas se le cacher. Souvent, dans les administrations, dans les municipalités, partout où des gens détiennent du pouvoir, on craint la participation. Parmi les choses qui sont craintes, il y a le fait qu'on a peur que des gens s'engagent dans des processus participatifs en s'imaginant qu'ils vont remplacer les élus ou les décideurs légitimes et s'approprier le droit de décider à la place de ceux qui sont élus pour le faire. Une espèce de crainte de cette démocratie directe. C'est une crainte réelle. Il y a des gens qui s'inscrivent dans des processus participatifs et qui s'imaginent qu'ils vont décider à la place des décideurs. C'est souvent parce qu'on a oublié de bien baliser, de bien calibrer les attentes au début du processus. Mais c'est une crainte réelle. On ne veut pas remplacer la démocratie représentative par une démocratie directe qui serait probablement jugée non légitime par la majorité de nos concitoyens. L'objectif de la participation, ce n'est pas de remplacer la démocratie représentative par la participation, c'est de veiller à ce que la participation soit un outil d'aide à la décision pour les élus qui sont justement élus pour décider. L'autre crainte qu'on a, c'est que des processus participatifs deviennent des tribunes pour les suspects habituels, ou souvent pour les opposants, les gens qui s'opposent toujours. Il y a des maires au Québec, des maires, vous êtes bourgmestre ici, qui me disent souvent, il n'y a que les pas pour qui s'expriment, ceux qui sont jamais pour rien. Ils sont toujours contre tous les projets. Et puis quand on fait des consultations, il n'y a rien qu'eux qui parlent. Ce que j'essaie de leur expliquer, c'est que les processus de participation sont souvent conçus de manière à n'inviter que ceux qui sont contre à s'exprimer. Parce qu'on leur dit, voici mon projet et venez vous exprimer. Bien, ceux qui sont pour ne viendront pas, puisque c'est le projet de la municipalité. Alors, on se dit, bien, c'est décidé, ça va être ça le projet, c'est un beau projet, je suis d'accord, j'ai bien d'autres choses à faire, moi, ce week-end, que d'aller passer une journée à aller écouter des gens parler d'un projet avec lequel je suis d'accord, donc je n'irai pas. Donc, qui vient? Seulement ceux qui sont contre. On construit des processus participatifs qui sont faits de telle sorte qu'il n'y a que ceux qui s'objectent au projet qui viendront. Et puis après ça, on a peur de leur donner une tribune. C'est sûr qu'on va leur donner une tribune si on fait ça comme ça. Ensuite, un des risques, c'est que ces tribunes que nous ouvrons, que ces processus participatifs, donnent lieu à l'expression surtout d'intérêts particuliers, d'égoïsme, de complaintes de la part de citoyens qui individuellement sont insatisfaits de telle chose ou de telle autre chose. C'est vrai que c'est un risque. Encore une fois, ça dépend de la manière dont on fait les choses. Un autre danger, c'est de reproduire dans des processus participatifs les mêmes inégalités politiques qui existent déjà dans la façon dont aujourd'hui les décisions sont prises.
C'est-à-dire que ces processus participatifs soient, encore une fois, monopolisés par les grands groupes d'intérêt qui savent comment faire ça. Et encore une fois, pour se prémunir de ça, il s'agit de choisir la bonne méthodologie. La bonne méthode pour faire participer les gens qui ne sont pas des suspects habituels. De donner la parole à ceux qui ne sont pas les porte-paroles habituels des groupes d'intérêt dont on connaît déjà les positions. Et il y a des méthodes pour y arriver. L'autre risque que je veux souligner, et en fait, les deux vont ensemble, c'est soit celui de l'instrumentalisation, c'est-à-dire qu'on consulte les gens alors que la décision est déjà prise, hein, puis on fait semblant de les consulter, ou alors on les consulte pour faire, non pas pour les faire participer à la décision, mais pour faire des relations publiques autour d'un projet qui nous tient à cœur comme décideurs. Je vous demande bien sincèrement de ne pas consulter les gens si vous voulez faire de la relation publique ou si vous voulez les instrumentaliser en faveur d'une décision que vous avez déjà prise. Assumez votre décision, mais ne faites pas semblant de les consulter, parce que la mauvaise participation tue la participation. Et tous les bienfaits qu'on pourrait retirer sur le plan civique de la participation publique, on vient dilapider ces gains-là si on fait de la mauvaise participation. Si on donne le sentiment aux gens qu'on les berne avec des processus qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas authentiques. La première condition de succès, d'ailleurs, de la participation, c'est l'engagement authentique des décideurs, principalement des décideurs politiques, dans ces processus. Et leur engagement à tenir compte de ce qui sera dit pendant le processus dans la décision. Si on n'est pas prêt à faire ça, on ne consulte pas. On s'assume, puis on prend la décision. À mon avis, c'est une erreur. Parce que quand on se prive de consulter, on se prive d'un apport qui risque d'améliorer la décision qui sera prise. Mais si on consulte avec comme intention simplement de faire de la relation publique, on nuit à la participation. J'ajouterais un dernier péril avec la participation publique, c'est d'échafauder des républiques de bavardage, c'est-à-dire de réunir des gens dans des salles et de leur dire « parlons, dialoguons, réfléchissons ensemble », mais qu'au bout du compte, ça mène à rien. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, quand à l'INM, nous mettons en place un processus participatif, une consultation sur un sujet, on veut toujours qu'à la fin du processus, il y ait un résultat. S'informer, débattre, proposer ou agir. Mais il faut qu'il y ait un résultat. Bavarder pour bavarder, les gens n'ont pas le temps de faire ça. Alors, quelles sont les conditions de succès? La première, c'est ne pas mettre en œuvre des processus de participation publique n'importe quand, pour n'importe quoi. On met en place un processus participatif quand on en a vraiment besoin. Il n'y a pas longtemps, il y a un conseiller municipal à la Ville de Montréal, que j'habite, qui voulait qu'on consulte les gens sur la question de savoir si nous devions ou non boucher les trous dans les rues. Alors, il m'a semblé, moi personnellement, que c'était une consultation inutile, que tout le monde voulait qu'on bouche les trous et que ça faisait partie des responsabilités de la municipalité de boucher les trous. Alors ça, c'est un exemple de sujet sur lesquels il n'est pas nécessaire de consulter. Et on ne peut pas espérer que les citoyens seront disponibles tout le temps pour être consultés sur tout. D'ailleurs, ils ne veulent pas être consultés sur tout. Ils voudraient de temps en temps que l'administration prenne ses responsabilités, même la plupart du temps. Donc, la population va être consultée quand ça vaut la peine. Donc, par exemple, quand on a besoin dans la société d'un nouveau consensus au sujet de normes sociales importantes. Au Québec, par exemple, récemment, on a eu un grand débat qui n'est pas terminé sur la laïcité, dans un contexte de pluralisme religieux que vous vivez ici aussi. On va consulter aussi quand un débat est monopolisé par des groupes d'intérêt et donc que la discussion est bloquée, qu'on ne peut plus avancer, que la confrontation entre des groupes puissants dans la société fait en sorte que le gouvernement a les mains attachées, ne peut plus agir parce que les pressions sont trop fortes, l'action médiatique aussi. Alors, on consulte la population pour
je le disais tout à l'heure, casser le monopole des groupes d'intérêt et ouvrir des brèches dans ce monopole de manière à ce que de nouvelles idées apparaissent et qu'une voie de compromis permette d'agir, permette de progresser, comme le disait Thomas tout à l'heure. Ou alors on va consulter lorsqu'une question requiert un arbitrage entre des valeurs ou une question requiert la sensibilisation ou l'apprentissage du public. Il arrive des moments où un gouvernement doit prendre une décision et la solution qui est envisagée vient en rupture de ce que la plupart des gens connaissent ou ont connu. Et ça peut susciter des inquiétudes dans la population. Alors, l'une des fonctions de la consultation ou de la participation, c'est d'apaiser ces craintes. Parce que quand on fait participer les citoyens, la première chose que l'on fait avec eux, c'est de leur fournir de l'information, d'accroître leur connaissance et leur façon de comprendre un enjeu, un problème et donc une solution éventuelle. Et finalement, on peut consulter aussi lorsqu'on a besoin, comme État, d'une adhésion morale forte de la population, parfois pour contrer l'opposition de certains groupes d'intérêt. Donc, pour se faire de la population des alliés dans une décision qui devra être prise. Quand je dis population, je peux aussi parler des groupes qui représentent la population, des associations, par exemple. Ensuite, une des conditions de succès, je disais donc, on ne fait pas ça n'importe quand, sur n'importe quoi, n'importe quel sujet, mais on ne peut pas faire ça non plus n'importe comment. Et il y a deux conditions, il y a deux conditions qui sont particulièrement importantes si on veut avoir du succès. La première, c'est de favoriser une délibération ou une discussion ou des échanges entre les parties prenantes dans une société, plutôt que de favoriser simplement le défilé des intérêts particuliers, ce qu'on fait généralement lorsqu'on consulte. Les consultations classiques, vous avez un président ou une présidente devant la salle, et vous avez des gens qui viennent au micro et qui disent « Moi, du Conseil du patronat, je pense que nous devrions baisser les impôts. » Et l'intervenant suivant, c'est « Moi, du syndicat XYZ, je pense que nous devrions augmenter les impôts des riches. » Et ainsi de suite. Mais entre ces interventions-là, entre ces intervenants-là, il n'y a pas d'échange. Chacun vient présenter sa position, qui est souvent formatée, entre autres par des firmes de relations publiques ou par des spécialistes de ce genre de choses, mais il n'y a pas d'échange entre eux, il n'y a pas de délibération. Ce qui fait que le président ou la présidente devant la salle, ou le comité d'élus, ou le sous-ministre, il doit trancher. La participation permet, lorsqu'elle est faite de délibération, de discussion et d'échange, de ramener la tâche de l'arbitrage en partie entre les mains des parties prenantes elles-mêmes. Les oblige d'abord à s'écouter, puisqu'on les oblige à se parler, à échanger entre elles. Et parfois, comme il y a une partie de la tâche d'arbitrage qui est faite, c'est beaucoup plus facile pour le décideur ensuite de prendre sa décision. Ensuite, la délibération permet de clarifier les valeurs qui sont en cause. Ça oblige tout le monde à être un petit peu plus ouvert quant à ses propres positions. Ça oblige tout le monde à s'expliquer parce que quand le représentant du Conseil du patronat, dans une délibération, affirme quelque chose, il est interrogé par le représentant du syndicat ou du groupe de femmes. Et là, il est obligé de s'expliquer, il est obligé de sortir de son script formaté. Et là, à un moment donné, les valeurs finissent par se clarifier. Et souvent, dans cette discussion-là, les intérêts collectifs vont finir par dominer sur les intérêts particuliers. Et c'est comme ça qu'on est en train de définir l'intérêt général, qui est menacé, je le disais tout à l'heure, par la crise de confiance envers l'État. Puis la discussion permet de se remettre en question, d'écouter, on peut même changer d'avis, parce que le processus autorise les parties au processus de changer d'avis, puisqu'il est fait pour ça. Ce n'est pas facile, mais c'est plus facile d'y arriver que si on fait simplement dire aux gens, venez au micro, dire votre point de vue qui est inamovible.
On les place dans une situation où ils doivent se mettre à risque. Et l'État peut obliger ces choses-là. La deuxième condition de succès dans le pas n'importe comment, c'est de travailler le plus en amont possible de la décision et de travailler dans une certaine durée. On ne peut pas faire participer les gens sans se donner un peu de temps pour le faire. Il faut du temps pour que la participation fonctionne, pour que les gens aient justement le temps de s'approprier le sujet, de le comprendre, d'acquérir des compétences sur ce sujet-là, d'instaurer un dialogue, une mémoire, même une sagesse. Moi, j'ai animé tellement de processus participatifs comme ceux-là, au-delà d'une centaine depuis une dizaine d'années, et chaque fois qu'on met des gens ensemble pour discuter d'un sujet, il y a une espèce de sagesse qui ressort du groupe. Souvent le compromis. Ce qui fait que les processus participatifs ne sont pas nécessairement des processus desquels vont ressortir une innovation, mais ce sont des processus dans lesquels on va pouvoir mieux mettre en œuvre une innovation, parce que les gens l'auront mieux comprise. Ensuite, le fait d'intervenir le plus en amont possible de la décision, c'est qu'on autorise les gens, à ce moment-là, à participer à la construction. Il y a des gens aujourd'hui, par exemple dans le Mind Lab, je suis sûr qu'on dit co-construire la solution, co-construire la politique, participer à la construction du programme, à sa définition. On peut faire ça si on est en amont de la décision. Si la décision n'est pas déjà prise, si le projet n'est pas déjà cadré. Donc, 2 conditions de succès, favoriser la délibération plutôt que le défilé des intérêts et aller le plus possible en amont. Je vais parler maintenant d'un processus classique de participation. À moins que sur ce que je viens de dire, il y a déjà des questions, des interventions, des commentaires, des objections. J'aime surtout les objections. Dans un processus, tous les processus participatifs sont construits de la même manière. Que l'on travaille avec des mini-publics, comme par exemple un jury de citoyens, ou qu'on travaille avec des grands groupes, par exemple en organisant une tournée de conversation publique à travers le pays, qui permettra à des milliers de personnes de s'exprimer, alors que dans un jury citoyen, on aura 12 citoyens représentatifs sur le plan socio-démographique et à qui on demandera de donner un avis sur un projet. Alors, que ce soit avec des mini-publics ou avec des grands publics, toujours les mêmes principes qui sont en cause dans la préparation. La première tâche, c'est de bien établir pourquoi je consulte. Je disais tout à l'heure, on ne consulte pas n'importe quand sur n'importe quoi. Alors, il faut que tout le monde comprenne pourquoi cette fois-ci, je prends la peine de consulter. Et donc, établir et installer, bâtir un discours qui est consistant, qui est cohérent, qui est crédible, qui est convaincant et qui est mobilisateur aussi. Parce que pour que la consultation, que le processus participatif soit un succès, il faut que les gens viennent. Alors, il faut bien camper la portée de la démarche, les sujets qui seront abordés, la question qui sera posée. L'autre étape préalable, c'est de procéder à une analyse du risque que l'on encourt par un processus participatif. Et il y a au moins 2 choses qu'il faut faire pour analyser le risque dans des cas comme ceux-là. La première, c'est de faire une cartographie des acteurs. Sur le sujet sur lequel je veux consulter la population, quels sont les acteurs dans la société qui risquent de vouloir s'exprimer et quelles sont les positions qu'ils risquent de venir y défendre. Il faut que je sache d'avance tout ce qui est prévisible pour pouvoir justement orienter et choisir la méthode de participation qui permettra d'éviter que les suspects habituels, les groupes d'intérêt puissants et les autres viennent monopoliser le processus. Il faut que je sache à qui j'ai affaire et que je sache quoi répondre aux objections qui pourraient être soulevées ou aux résistances qui pourraient se manifester à l'endroit d'une décision qui doit être prise. Et la deuxième chose à faire, c'est de faire une analyse de l'environnement. Vous me direz que la cartographie des acteurs fait partie de l'analyse de l'environnement, je le sais, mais je distingue les deux pour dire que ce que j'entends par l'analyse de l'environnement, c'est dans quelle conjoncture sommes-nous? Est-ce qu'elle est favorable ou pas au processus participatif que je veux tenir? Est-ce qu'il y a des controverses dans la société qui pourraient venir distraire l'attention du public et ainsi faire échouer mon processus? Est-ce qu'il y a des enjeux ou des controverses
présentes dans la société qui pourraient venir interagir avec... Est-ce que des gens pourraient, par exemple, utiliser un processus participatif que je mets en place pour venir s'exprimer sur un autre sujet qui leur tient à cœur, mais au sujet duquel il n'y a pas de tribune disponible pour qu'on puisse pour leur permettre de s'exprimer? Parce que les gens répondent toujours à la question qu'ils se posent plutôt qu'à la question que vous leur posez. Donc, vous devez choisir une question, vous devez leur poser une question qu'ils se posent aussi, si vous voulez qu'ils participent. Alors donc, il faut analyser l'environnement. Dans quel contexte je me trouve? Puis si le contexte est défavorable, il vaut peut-être mieux repousser de quelques mois le processus participatif qu'on envisage. Après ça, on entame la démarche elle-même. Il y a 5 grandes étapes. La première concerne l'établissement du diagnostic et des objectifs que l'on poursuit par cette démarche-là. Et c'est un moment qui est... En fait, toutes les étapes du début sont les plus importantes. Parce qu'au milieu du processus et vers la fin, c'est une mécanique qui se met en branle. Mais tout à l'heure, Thomas disait, il y a toujours un risque en innovation de trouver la meilleure solution, mais au mauvais problème. C'est la raison pour laquelle la première étape d'un processus, d'une démarche participative, d'une démarche de consultation, d'une démarche de réflexion collective, finalement, c'est de bien poser le diagnostic et d'identifier, en effet, clairement les besoins, les problèmes, les défis pour lesquels on cherche une réponse. Alors, pas tout de suite commencer par la réponse. Commencer par établir quel est le problème qu'on veut résoudre. J'ai vu tellement de situations. Je suis un ancien journaliste, je pense que vous l'avez dit, M. Serrurier, et j'ai vu tellement de situations où des gouvernements proposaient un changement, mais sans jamais nous dire quel problème ça finirait par régler, ce changement-là. Après ça, on se demande pourquoi les citoyens ne croient plus les politiciens quand ils parlent, c'est sûr. Ils ne nous disent pas pourquoi ils font les choses. Alors, donc, poser le diagnostic, bien identifier les besoins, les problèmes. Et ensuite, circonscrire les objectifs de la démarche. Le diagnostic consiste à circonscrire l'objectif que l'on poursuit en termes de contenu, c'est-à-dire quel est le besoin auquel on cherche une solution. Mais ensuite, il faut établir les objectifs de la démarche. Je m'explique. Est-ce que, par exemple, on veut une démarche qui va permettre à l'administration d'identifier un faisceau de solutions possibles parmi lesquelles on choisira celle qui nous paraît la meilleure? Est-ce qu'au contraire, on veut faire une démarche pour faire apparaître de la discussion un consensus sur la solution préférée des gens? Ou alors, est-ce qu'on veut faire une démarche qui, oui, permettra aux gens de s'exprimer, mais qui amènera les parties prenantes à s'engager dans la mise en œuvre de la solution? Il pourrait y avoir d'autres objectifs, mais j'en donne 3 différents, simplement pour montrer que, et pour vous mettre en garde, selon l'objectif qu'on choisit, on ne choisira pas la même méthode, la même façon de consulter les gens, parce qu'il y en a 1000, et probablement plus. Donc, première étape, le diagnostic, les objectifs. Pour fixer les objectifs, j'utilise fréquemment, avec les organisations avec lesquelles je travaille, ce graphe à deux axes. D'ailleurs, j'ai tiré ça d'une publication belge de la Fondation Roy-Baudouin, que vous connaissez peut-être, qui est une fondation qui a fait un travail assez formidable en matière de participation citoyenne. Alors, on utilise leurs outils, on s'est rencontrés des gens, on se connaît, et ça, c'est l'un des outils qu'on utilise. Alors, disons que je travaille avec un ministère qui veut consulter les gens sur un sujet. Alors, la première chose à se demander, avec le premier axe, c'est est-ce que le processus va servir par lui-même à décider quelque chose? En d'autres termes, est-ce que les gens qui vont participer au processus, je leur délègue le pouvoir de décider? Évidemment, ça peut être le pouvoir de décider ou de se rapprocher de la décision le plus possible. Est-ce que le processus doit nous amener comme résultat à quelque chose qui sera le plus proche possible de la décision, ou je veux simplement avoir leur avis? À quel endroit sur le spectre entre décider et conseiller je me trouve? Quel est l'objectif que je poursuis de ce point de vue-là? Ensuite, que ce soit à un bout ou à l'autre bout du spectre, est-ce que l'objectif de mon processus, c'est de rechercher un consensus,
donc amener les différentes parties prenantes à s'entendre sur quelque chose, ou si je veux simplement organiser ou gérer la diversité des points de vue et donc faire apparaître pendant le processus la diversité des points de vue, les divergences, pour ensuite être capable de les gérer dans la mise en œuvre de mes décisions. Et là, selon l'endroit où on va se placer sur l'un et l'autre des deux axes, on va se retrouver dans un cadran ou dans un autre. Alors, si je veux tenir un processus participatif dans lequel je veux recueillir les avis des gens, mais les amener à discuter de telle sorte qu'ils en arrivent à un consensus à la fin, je me situe dans ce cadran-là, et forcément, je n'adopterai pas la même méthodologie, je ne choisirai pas la même façon de faire que si je me trouve dans le cadran qui consiste à dire je veux simplement les entendre puis savoir quelle est la diversité des points de vue qui existent dans la société pour me garder toutes les marges de manœuvre. Si on cherche un consensus, la démarche devrait être plus longue, devra comporter des méthodes d'animation qui favorisent justement l'émergence de ce consensus-là. Donc, il y a plus de confrontation de points de vue. Alors que si je veux simplement organiser la diversité, bien, je vais faire en sorte que les gens l'expriment. Et puis, je vais prendre des notes. Si je veux me rapprocher de la décision plutôt que du conseil, c'est encore plus exigeant. Imaginez, si je veux me rapprocher de la décision et que je veux faire émerger un consensus et que vous avez autour de la table des gens qui ont des points de vue diamétralement opposés, vous êtes mieux d'avoir un bon animateur parce que ça va être difficile. Je vous donne un exemple. En 2012, au Québec, il y a eu une grande crise sociale qui a été initiée par des associations étudiantes qui s'opposaient à la hausse des droits de scolarité universitaire. Le gouvernement qui était en place à ce moment-là a perdu les élections. Un nouveau gouvernement est arrivé et pour résoudre le problème, il voulait organiser un sommet sur l'enseignement supérieur. Alors, ils nous ont demandé de les accompagner pour savoir comment organiser ce sommet-là. On a fait l'exercice ici. L'un des enjeux sur la table, c'était les droits de scolarité. Dans la société, des gens réclamaient la gratuité scolaire. D'autres réclamaient des hausses des droits de scolarité. Alors, j'ai demandé à la sous-ministre avec qui je travaillais à ce moment-là, est-ce que vous pensez, seulement une minute, qu'il serait possible d'avoir un consensus sur la question des droits de scolarité? Évidemment, la réponse, c'est non. Alors, est-ce qu'on va oublier à ce moment-là les méthodes qui consistent à chercher un consensus? On va travailler autrement. On va travailler sur la diversité des points de vue. Et on va choisir des méthodes qui vont aller dans ce sens-là. La deuxième question à se poser quand on fixe les objectifs de la démarche, c'est à quel niveau je veux faire participer les gens. À partir d'une échelle de participation. Là, l'échelle, elle est couchée, elle est horizontale, elle pourrait être verticale. L'échelle de participation, la première qui a été documentée, elle a été faite par une urbaniste américaine, Mme Arnstein. Donc, l'échelle de Arnstein, c'est une échelle dans laquelle il y avait 7 échelons de participation. L'échelon du bas, qui est ici l'échelon le plus à votre gauche, c'est l'information. C'est bête à dire, hein, mais le premier échelon dans la participation, c'est simplement de donner de l'information aux gens. C'est la transparence, c'est l'accès à l'information. Simplement de donner de l'information aux gens, c'est de leur donner du pouvoir. Parce qu'ensuite, ils peuvent porter un jugement. Alors, évidemment, c'est au bas de l'échelle. Le deuxième échelon, ça c'est l'échelle de Santé Canada, qui a été élaborée par le ministère de la Santé fédéral, qui, à une époque, était un des leaders en participation publique dans le monde, jusqu'à ce que le gouvernement actuel décide de fermer le service. Ce qui fait que si vous cherchez ça sur Internet, vous ne le trouverez pas. Alors, vous viendrez sur le site Internet de l'INM, puis vous pourrez le trouver. Le deuxième échelon, c'est le contraire. Alors, dans le premier échelon, l'information part du décideur vers les citoyens. Au deuxième échelon, l'information vient des citoyens vers le décideur. C'est une forme classique de consultation. On demande aux gens de réagir. Le troisième échelon, ça devient plus complexe. On parle de discussion bilatérale entre les citoyens qu'on consulte et le décideur. Ensuite, on va encore plus loin, on enrichit encore davantage la relation et on engage les gens dans une délibération entre eux et avec le décideur.
Et l'échelon ultime de la participation, c'est lorsqu'on délègue à des groupes, à des citoyens, le pouvoir de décider dans des partenariats. Alors, on doit décider dans un processus que l'on entame sur un sujet X, à quel niveau je veux consulter quel citoyen. Une fois qu'on sait ce qu'on veut faire et qu'on l'a dit clairement, l'étape suivante, c'est de documenter les options qui sont mises en débat. C'est l'information. Et comme le disait Thomas tout à l'heure, il faut aller à l'extérieur, il faut aller voir ailleurs comment on fait les choses. Il faut solliciter des chercheurs indépendants sur le sujet qui nous intéresse. Il faut faire émerger des idées même dans la population, avec des plateformes numériques, avec des chatrooms sur le web, n'importe quoi. Et puis, il faut que cette information-là, on la mette à la disposition du public pour qu'il puisse participer. La troisième étape, c'est d'élaborer le processus lui-même, définir le calendrier, identifier les participants. Qui veut-on faire participer à cette consultation-là? Est-ce qu'il y a seulement les groupes informés? Est-ce que c'est tous les citoyens? Est-ce que c'est tous les citoyens de la Belgique? Seulement ceux de la région wallonne? Seulement ceux de Bruxelles? Seulement ceux d'un quartier à Bruxelles? Est-ce que... Bon... Ensuite, choisir les bonnes méthodes, planifier soigneusement les activités et soigner les communications, c'est très important. Et la dernière étape, les deux dernières étapes, c'est d'abord de décider. Il faut décider. Il faut qu'il y ait un résultat à ce processus-là. Donc, on décide. J'ai illustré la décision par la photo du maire de la Ville de Québec, qui est un homme qui est réputé pour décider. Et puis ensuite, il faut rendre des comptes. Alors, c'est ça le processus. On établit les objectifs, on documente les options, on rend ces informations-là publiques, on assume une délibération, on décide, ensuite on rend des comptes, puis quand on rend des comptes, il est possible qu'on décide, selon les réactions qu'on obtient, de revenir à des étapes antérieures du processus. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-ci? Sinon, ce que je vais faire pour terminer, c'est vous présenter quelques applications concrètes des concepts et des processus que je viens d'élaborer. Le premier exemple concerne ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fameux sommet sur l'enseignement supérieur que le nouveau gouvernement a voulu tenir pour définir une sorte de réforme de nos universités, en fait de l'enseignement supérieur qui inclut chez nous aussi les cégeps, après une crise sociale de très grande ampleur. Alors, comment on utilise des processus participatifs à ce moment-là pour atteindre les objectifs du gouvernement qui consistaient, entre autres, à recoudre le tissu social qui avait été déchiré par cette crise, à apaiser les tensions entre les différents acteurs, mais aussi à trouver un juste compromis sur des enjeux importants comme le financement des universités. Si ce n'est pas par les droits de scolarité, ça va être par quoi? Par les impôts? Est-ce qu'on va les augmenter? Comment on va faire? Ensuite, sur la gouvernance des universités, sur la qualité de l'enseignement et sur l'accessibilité à l'enseignement supérieur. Alors, ils ont voulu convoquer un sommet et en travaillant avec eux, on leur a suggéré qu'avant de convoquer le sommet, il devrait y avoir des rencontres préparatoires thématiques de manière à ce que les avis divergents puissent s'exprimer et qu'on puisse les identifier. Ensuite, on leur a suggéré de ne pas s'en tenir à un processus qui n'inclurait que les associations ou les groupes d'intérêt qui sont touchés par ces discussions-là. Donc, pas seulement les syndicats de profs, les recteurs d'universités et les associations étudiantes, mais qu'on ouvre à la population, qu'on donne à la population qui a été très inquiétée par la crise, qui a été très préoccupée, qui a été angoissée même à certains égards par cette crise-là, qui a mené à des violences policières et tout ce qu'on voudra. Il y a eu des chicanes dans les familles incroyables, des conflits. Alors, de permettre à la population aussi de s'exprimer, puis en particulier aux jeunes, pas seulement aux étudiants d'associations étudiantes, mais aux jeunes. Alors, on leur a suggéré de tenir des forums citoyens à l'échelle du Québec, c'est-à-dire des rencontres d'une journée, au cours desquelles, dans un premier temps, on leur présentait une documentation sous la forme d'une vidéo sur les grands enjeux à débattre, et ensuite, on formait des groupes qui discutaient chacun d'un enjeu spécifique, et à la fin, on partageait les résultats. On a fait une synthèse de ça et on a remis un rapport au gouvernement dont il a pu se servir pour faire quoi? Si on revient à notre graphique antérieur, gérer la diversité des points de vue.
Parce qu'avec une formule comme celle-là, on savait qu'on ne pourrait pas faire émerger un consensus. Les actions qu'on proposait étaient de trop courte durée pour permettre aux gens d'aller en profondeur dans la recherche d'un consensus. Mais par contre, en gérant la diversité, on a pu faire apparaître ce qui semblait être le plus consensuel et donc d'informer le gouvernement sur la décision qu'il allait prendre, que ce soit sur les droits de scolarité eux-mêmes ou sur des éléments de réforme des universités. On a fait la même chose avec des jeunes. On a réuni 450 jeunes, assez représentatifs de tout le Québec, en payant, par exemple, des frais de transport pour que ceux qui habitent à l'autre bout de la province puissent se déplacer, en assumant l'hébergement, en veillant à ce que le recrutement des participants soit très diversifié. Et pendant tout un week-end, en leur faisant rencontrer les meilleurs experts du Québec et même d'ailleurs sur ces enjeux-là, puissent eux-mêmes réfléchir et trouver des positions de compromis, mais aussi d'exprimer leurs idéaux à l'égard de l'avenir des universités. Parce que, et même des utopies, les utopies se réalisent pas toujours, en fait rarement, mais on en a besoin pour nous donner une direction dans laquelle on voudrait avancer. Alors les jeunes, on leur a demandé de décrire ça. Et ces activités-là, elles ont permis effectivement, on dit chez nous, on a une expression qui s'appelle « faire sortir le méchant », c'est-à-dire que des gens ont pu, ou faire sortir la stime ou la vapeur, faire baisser un peu la tension, puis en même temps de récolter et de remettre au ministère des informations précieuses sur la manière d'en arriver à une décision, à un compromis qui risquerait d'être accepté dans la société. C'est à ça que cette démarche-là a servi. Et là, j'ai inséré une petite vidéo de 3 minutes que je vais vous présenter tout de suite, simplement pour que vous voyiez un peu l'atmosphère dans laquelle ces forums citoyens se sont tenus. C'est un bilan qu'on a publié sous la forme d'une vidéo. On a fait ça dans 4 villes, donc Saguenay la première. Vous allez déterminer les nouvelles sources de financement autres que les frais de scolarité et celles qui sont plus évidentes. Alors, ce sont les citoyens eux-mêmes qui viennent rendre compte au public qui est réuni du résultat de leur discussion en atelier. À partir du moment où on responsabilise nos gens, je pense qu'on peut là trouver des formules de saine gestion. On est allé dans 4 villes qui représentent 4 régions différentes. Donc, une sorte d'échantillonnage. Et à partir de là, la majorité prônait la gratuité scolaire, mais graduelle. Donc, pas du jour au lendemain, mais tranquillement y parvenir. Alors, vous voyez, la gratuité scolaire, mais graduelle. Il y a un élément de compromis là, qui... Les jeunes, la place des jeunes est passée de 18 % dans les conseils d'administration en 2007 à 9 % en 2011. Donc, on a dégradé, là, donc je pense que ce serait important de ramener ça. C'est parce qu'on a compris quelque chose. Je suis de cette première génération à l'université. Mes parents étaient pauvres. S'il n'y avait pas eu de l'éducation publique, je ne serais pas là. Mes sœurs n'auraient pas étudié. On n'aurait pas contribué à la société comme on l'a fait. Je trouve ça extrêmement dangereux. Il n'existe pas de savoirs qui ne sont pas utiles au marché du travail. Ça m'attriste, cette opposition-là entre le monde économique et le monde universitaire, alors que ça devrait faire l'objet d'une encore plus grande collaboration sans qu'un empiète dans l'indépendance de l'autre. Alors là, on a un étudiant qui prône la gratuité scolaire qui discute avec un représentant de chambre de commerce. L'éducation, le savoir et les connaissances sont des biens communs. Il faut adopter notre projet de société envers cette vision. On veut mettre fin à la culture de la concurrence et passer à une façon d'entrevoir le milieu universitaire ou le milieu des études supérieures par le prisme de l'entraide et de la collaboration. Je vais être très terre à terre. Pour moi, en termes d'amélioration de la qualité, il faut avoir plus de professeurs. On parle depuis tantôt de quelle manière on veut participer à notre éducation supérieure, parce que oui, il y a une certaine part qui nous revient, mais c'est d'abord et avant tout un bien collectif, donc le gouvernement doit investir. Alors, les gens qui participaient au forum recevaient à l'avance un cahier d'informations sur les 4 grands enjeux qui étaient discutés et pouvaient sur place donc participer à cette discussion-là.
La parole qui a été récoltée a fait l'objet d'un rapport qu'on a remis au gouvernement, qu'on a aussi rendu public, qu'on a fait circuler, qui a donné lieu à plusieurs conférences et présentations pour que la discussion se poursuive dans la société. La parole que l'on récolte des citoyens, c'est souvent une parole simple, des fois de sens commun, mais elle permet à des gens de s'exprimer, de participer à la discussion et au gouvernement de prendre le pouls de la société. Deuxième exemple de processus, c'est le dialogue sociétal sur les politiques, les stratégies et les plans nationaux de santé. En fait, c'était d'élaborer un projet de réforme de la santé en Tunisie, qui est un pays qui est, au fond, une nouvelle démocratie, qui est en plein apprentissage, et où on avait décidé, dans ce pays-là, donc en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, de se pencher sur une réforme du système qui marche à moitié. Et pour y arriver, ils ont voulu, sur les conseils de l'OMS, élaborer un dialogue sociétal, donc faire participer au dialogue en vue de préparer cette réforme les professionnels de la santé, les médecins, les gestionnaires, les citoyens, des syndicats, tout le monde. Et on nous a demandé de les accompagner dans le design du processus et l'animation de certaines étapes. Alors d'abord, on a formé un comité de pilotage. Vous allez me dire, c'est un drôle de comité. Il y avait 150 personnes dans ce comité-là, mais qui était représentatif de l'ensemble des parties prenantes. Et c'est ce comité qui validait chacune des étapes, qui a validé, par exemple, l'étape suivante, qui était celle de faire un diagnostic scientifique de l'état du système de santé. Ensuite, qui a déterminé quelles étaient les questions qu'on allait soumettre à la consultation, qui a pris 3 formes différentes. D'abord, on est allé dans chacune des régions pour organiser des conversations de café sur les grands enjeux de la réforme, les grands thèmes de la réforme, l'accès à un médecin, le financement du système de santé et ainsi de suite. Et donc, des équipes se sont rendues dans les 24 gouvernorats, qui sont les régions administratives de Tunisie, pour aller voir les citoyens puis entendre leur point de vue sur les différents enjeux, récolter leurs paroles, encore une fois, un peu comme on l'avait fait sur les universités. Cette information-là on en a fait une synthèse qui a servi ensuite à 4 jurys de citoyens. Et les jurys de citoyens étaient constitués chacun de 24 personnes choisies au hasard, par tirage au sort, pour représenter les 24 gouvernorats. Donc, il y avait une personne pour chacun des 4 jurys citoyens qui provenaient de chacun des 24 gouvernorats, avec autant que possible une représentation homme-femme, jeune, moins jeune, de manière à ce que les 4 jurys puissent être relativement représentatifs sur le plan socio-démographique de la Tunisie. Et à chacun de ces jurys-là, c'est une méthode, le jury citoyen, on peut appeler ça un panel de citoyens aussi, on leur posait une question qui portait sur l'un des enjeux de la réforme et on leur demandait d'y répondre. Et ces gens-là se sont réunis pendant plusieurs jours. Dans un premier temps, ils ont obtenu de l'information. Dans un second temps, ils ont discuté des réponses à donner à la question qui leur était posée. Dans un troisième temps, ils ont échangé sur leurs réponses avec les autres citoyens qui formaient les autres jurys, de manière à valider leur avis. Et ces avis-là ont ensuite servi à écrire la déclaration de principe qui allait servir de base à la réforme de la santé. Et cette déclaration de principe-là, elle a été débattue et entérinée lors d'un grand forum national auquel des centaines de personnes ont été invitées sous la présidence d'honneur du président du pays, de manière à donner une forme de légitimité à ce forum et au terme duquel cette déclaration, qui est une espèce de plan de réforme, a été adoptée et remis au gouvernement qui s'est engagé à le mettre en œuvre. Ce processus-là a donc permis à différents acteurs de trouver des compromis et aux citoyens d'être engagés. On a fait aussi, je sais qu'il y a des gens du ministère des Finances ici, là, on a fait un processus participatif sur l'élaboration d'un projet de réforme de la fiscalité du Québec. Le gouvernement lui-même avait décidé de former une commission d'examen formée d'experts, qui est déjà une forme de participation, au sens où on demande à des gens de l'extérieur du gouvernement de se prononcer, de nous faire des recommandations. Et cette commission-là a décidé de faire, d'une part, des consultations publiques formelles auprès des associations et des groupes, mais aussi de consulter des citoyens, et nous ont demandé de le faire pour eux,
On a donc voyagé à travers le Québec pendant 2-3 semaines, où presque chaque soir, on avait un café, une conversation de café, où on posait 3 questions aux gens sur 3 des principaux enjeux de la réforme. On a récolté leur point de vue là-dessus. On a remis un rapport à la Commission qui, figurez-vous donc, en a tenu compte dans son rapport final qui a été remis au gouvernement. Ce rapport-là a fait l'objet ensuite d'une consultation parlementaire et au terme de laquelle le ministre a annoncé que la réforme allait être en partie mise en œuvre dès le prochain budget. Mais on voit que tout au long du processus menant jusqu'à la réforme, le projet de réforme a été informé de différentes façons, de différents points de vue. Mais la conversation publique que nous avons animée a aussi permis d'atténuer certaines craintes que certains groupes sociaux pouvaient avoir, que la réforme était déjà écrite et qu'en quelque sorte, les plus pauvres de la société allaient encore pâtir des décisions d'un gouvernement qui parfois est critiqué pour ses positions en matière de fiscalité. Ça a permis à ces gens-là d'exprimer leur point de vue et de voir qu'ils pouvaient être pris en compte. J'ai 2-3 autres exemples que je pourrais vous donner. On a fait le même genre de processus pour définir l'agenda 21 de la culture pour le Québec, qui est une sorte de politique culturelle. On a travaillé aussi avec des villes, dont Saint-Bruno de Montarville, pour élaborer avec les citoyens un projet de vision de la ville pour les 20 prochaines années, où on a utilisé différents mécanismes de participation. On a travaillé avec une commission scolaire pour aider cette commission scolaire à se doter d'orientation en matière d'intégration des élèves issus de l'immigration dans les écoles. Toujours avec, au fond, le même souci, s'assurer que les parties prenantes concernées sont incluses, que les citoyens au sens large ont un droit de parole et qu'on utilise les méthodes appropriées pour aller chercher ces points de vue-là. Alors, on a utilisé dans tous ces processus-là toute une série de méthodes différentes. Concertation des parties prenantes, jury citoyen, conversation de café, des ciné-débats avec les élèves de la commission scolaire, une caravane citoyenne qui est un ensemble de jeux. On fait jouer les gens à des jeux pour les amener à s'exprimer par le jeu sur les sujets qui nous intéressent. On a développé une plateforme de discussion en ligne spécifiquement pour ce genre de processus. On a fait des sondages en ligne, on a permis aux gens de déposer des mémoires, on a tenu des consultations publiques conventionnelles. Certains des processus comportaient des consultations parlementaires ou la création de commissions d'examen. Différentes méthodes qu'on peut utiliser dans différents contextes, mais qui souvent seront utilisées de façon concurrente au sein du même processus. Pourquoi? Parce que tous les citoyens n'ont pas les mêmes habiletés d'expression. Alors, si je dis aux gens, la seule façon de vous exprimer dans cette consultation-là, c'est de m'envoyer un mémoire, il y a des gens qui ne participeront jamais. Si la seule façon de s'exprimer, c'est de venir en commission parlementaire, avec tout le décorum que ça implique, il y a des gens qui ne viendront jamais. Et ces gens-là, il faut peut-être aller les chercher avec une caravane citoyenne, c'est-à-dire qu'on se déplace dans les lieux où se trouvent les gens, dans des foires, dans n'importe quel événement public, avec des jeux pour les faire participer. Il faut donc combiner différentes méthodes pour en arriver à faire participer le plus grand nombre. Et je termine en essayant au fond, de revenir sur tout ce que je vous ai dit à travers ce qui ont en commun les démarches que je vous ai présentées. On consultait en amont. Les décisions n'étaient pas déjà prises. On pouvait faire participer les gens à la construction de ce qui s'en venait. Deuxièmement, on a suivi notre méthode, s'informer. On a toujours fourni aux gens une documentation sur les sujets qui étaient mis au jeu et une documentation accessible, facile à lire, écrite ou mise en vidéo, de manière à ce que ce soit facilement compréhensible pour les gens, débattre puis proposer. On a utilisé des méthodes qui favorisaient les arbitrages entre les participants eux-mêmes et non pas simplement l'expression juxtaposée de points de vue différents. Ce sont des méthodes qui permettaient d'informer les décideurs politiques des préférences les plus consensuelles, mais aussi des divergences qui apparaissaient dans la société. Ça a permis de tester certaines idées, ça a permis d'apaiser les tensions, de rallier les gens, de leur permettre de s'approprier la décision qui serait prise éventuellement, et tout ça pour faciliter leur mise en œuvre. La participation citoyenne, c'est à ça que ça sert. Et si vous voulez en savoir plus, on a tout un site Internet, inm.qc.ca, avec différentes sections, autant sur des méthodologies que sur divers processus que nous avons mis en œuvre, qui peuvent vous inspirer, et vous pouvez prendre contact avec nous si vous voulez en savoir plus. Il y a peut-être quelques questions, sinon, merci.
Merci beaucoup, Michel Venn. Je propose, vu le temps, éventuellement, vu que vous restez avec nous, tout le monde poser ces questions directement lors de la réception. Je vous remercie, c'était très intéressant et ça donne tout à fait une autre perspective, je pense, parce que personnellement, je pense quand on parle d'innovation, d'amélioration de nos administrations, on se concentre encore souvent sur les processus en interne. Et ici, on a quand même tout à fait une autre perspective, angle d'attaque, qui part de chez les citoyens pour effectivement améliorer les services qu'on offre, les produits qu'on offre. Donc, merci beaucoup.